Ce 18 novembre, la médiathèque de Saint-Maurice, notre cher public, venu à votre rencontre et moi-même, sommes très heureux de vous recevoir, Gaël Yosse. Permettez-nous donc un merci chaleureux puisque vous nous faites la joie d'une escale en terre valaisanne. Gaël Yosse, vous avez étudié le droit, le journalisme et la psychologie clinique. Vous avez vécu plusieurs années en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, vous consacrez presque l'essentiel de votre existence à l'écriture. Vous partagez votre passion de l'art sous plusieurs formes avec votre public que vous aimez rencontrer et en organisant des ateliers d'écoute musicale et d'écriture. Et le temps qu'il vous reste, vous le donnez pour dire. Sur le papier, sous votre plume, naît une œuvre qui fait une large place à la réflexion sur l'art et au cœur de laquelle dansent nombre de visages qui rêvent et vous hantent. Vous qui dites « S'il est une chose que j'ai apprise de cette étrange aventure d'écrire, c'est avant tout celle-ci, la liberté de l'auteur, telle que j'ai pu l'éprouver, ne réside pas dans l'invention de figures, de décors et d'intrigues, mais dans l'écoute et l'accueil de personnages venus un jour à ma rencontre, chacun porteur d'une histoire singulière, traversée par quelques-uns de mes questionnements et quelques-unes de mes obsessions. La liberté réside alors dans le choix de poursuivre ou non cette inexplicable rencontre et de lui donner vie. Aventure qui résonne presque en écho à celle de Georges Perec, extraire des éléments signifiants, des miettes de sens, quelque chose comme des mots, clés que l'on repère, que l'on compare, que l'on retrouve. En août 2012, vous visitez Gaël Yosse, Ellis Island, surnommée dans toutes les langues d'Europe l'île des larmes, d'abord île de transit qui voit passer de 1892 jusqu'en 1954 plus de 12 millions de candidats à l'immigration, devenue pendant la Seconde Guerre mondiale prison pour les individus soupçonnés d'activités anti-américaines. Aujourd'hui, le centre est devenu un musée, pourtant les murs résonnent encore de ces histoires de vie. En 1978, l'Institut national de l'audiovisuel confie à Georges Perec et à Robert Bobert le soin de réaliser un film sur Ellis Island. Fortement marqué par sa confrontation au lieu, Georges Perec écrit « Ce que moi, Georges Perec, je suis venu questionner ici, c'est l'errance, la dispersion, la diaspora. Ellis Island est pour moi le lieu même, l'exil, c'est-à-dire le lieu de l'absence de lieu, le non-lieu, le nulle part. » Vous, Gaël Yosse, pourquoi ce voyage qui donnera naissance à votre roman? Bon, bonjour à vous toutes, à vous tous. D'abord, merci de votre accueil. Alors, parce que je suis là à répondre à vos questions, on va y aller. Donc oui, alors pourquoi ce voyage? Oh, c'était un voyage simple, un voyage familial. Et à cette occasion, j'ai pris le temps, voilà, pour une fois, d'aller découvrir cette toute petite enclave qui se trouve dans la baie de l'Hudson, tout près de la Statue de la Liberté. Et je ne m'étais pas questionnée vraiment sur ce que j'allais y trouver, mais j'avais pensé pour mes enfants que c'était bien d'y aller. Et en fait, je crois que j'ai reçu en pleine tête, en plein cœur, cette île et ce bâtiment, en effet, qui a vu passer ces 12 millions de migrants qui venaient de partout en Europe depuis la fin du 19e siècle, qui venaient de la Scandinavie à la Sicile et de l'Irlande à l'Ukraine, et qui partaient en ayant brûlé tous leurs vaisseaux, en ayant tout laissé derrière eux, et qui fuyaient soit les persécutions politiques, soit les persécutions religieuses, notamment avec tous les pogroms contre les Juifs de Pologne, d'Ukraine, de Russie, et puis la misère en Irlande, la famine en Irlande, en Sicile, dans le sud de l'Italie. Donc c'est des gens qui n'avaient plus rien à perdre et qui pensaient que, voilà,
en prenant ce bateau et en arrivant sur cette terre rêvée d'Amérique qui ouvrait les bras, parce que l'Amérique avait besoin de se construire. Il fallait des gens pour faire tourner les abattoirs de Chicago, les usines Ford, pour construire les routes et puis les gratte-ciel. Donc il y avait cette espèce d'appel d'air à des compétences, des talents, des bras, des muscles. Et tous ces gens qui arrivaient par bateau entier pour vivre ce rêve américain, ils étaient arrêtés sur cette toute petite île qui était un lieu de passage, un lieu, on va dire, d'examen, on peut dire aussi un lieu de tri. Voilà. Donc ça renvoie à des époques assez sombres et les choses n'étaient pas là-bas aussi tragiques. Mais voilà, on allait les examiner, on allait sonder les corps. Alors, est-ce qu'ils étaient en bonne santé? Est-ce qu'ils n'allaient pas être une charge, une pesanteur pour la société américaine? Est-ce qu'ils n'allaient pas être un danger, avec des suspicions de communisme et d'anarchisme, qui étaient après les deux piliers de la terreur en Amérique? Et après cet examen, ils allaient ou non recevoir le tampon sur le passeport qui allait leur permettre de reprendre le bateau en étant devenus citoyens américains. Et donc, comme Georges Perec l'a très bien exprimé dans ce tout petit bouquin, ces carnets d'Ellis Island, qui est une petite merveille. En effet, ce lieu qui est un non-lieu, puisque c'est le lieu où ils allaient à la fois se déposséder d'une part de leur identité pour commencer à se transformer en citoyens américains. Donc c'était à la fois un lieu d'attente, un lieu de transmutation, un lieu d'espoir, puis aussi un lieu de larmes, parce que pour ceux qui étaient refusés, c'était une condamnation à mort, avec quelquefois des familles, des fratries séparées, des drames et tout. Et quand je suis entrée dans ce lieu, j'ai eu l'impression que tout ça, c'était encore présent dans les murs. Voilà. C'est un lieu qui génère pour moi, beaucoup d'émotions. Et c'est un lieu très incarné. On sent toutes ces présences qui sont passées. Il y a énormément de portraits, de grands portraits en noir et blanc, des gens qui vous regardent, qui vous fixent, qui vous interrogent. Il y a aussi des choses il y a peu de choses, mais dans quelques vitrines, il y a des choses très touchantes, par exemple, qui sont quelques instruments de musique. Je dis, voilà, les gens avaient une valise et puis ils avaient pris leur guitare, leur violon, leur balalaïka, ce qu'on veut. Voilà. Parce qu'ils emmenaient une part d'eux-mêmes. Il y a des outils aussi, voilà. Pour construire une nouvelle vie, on partait avec ce qu'on savait faire et quelquefois c'était juste quelques outils. Et puis aussi des objets religieux, quelquefois, des choses très touchantes, des crucifix, une petite statue, des icônes. Voilà, on se dit, voilà, ils sont partis et il y avait aussi toute leur foi, toute leur conviction dans petit objet qui allait faire le passage d'un continent à un autre. Et voilà, de cette émotion qui est née dans ce lieu, eh bien, le livre s'est mis en route. En 2014, donc, vous publiez Le Dernier Gardien d'Ellis Island, publié aux éditions Noir sur Blanc. Le 3 novembre 1954, le centre au large de New York est déserté. Dans 9 jours, il va fermer. Et le héros, John Mitchell, officier du Bureau fédéral de l'immigration, resté seul, repense à sa vie et se confie à son journal. 9 jours et 9 nuits avant d'être rendu à la terre ferme du continent, à la vie des hommes, autant dire au néant en ce qui me concerne. Que sais-je aujourd'hui de la vie des hommes ? La mienne est déjà suffisamment obscure à mes yeux, comme un livre que l'on croit familier et que l'on découvre un jour écrit dans une langue étrangère. Il me reste cette surprenante urgence à écrire, je ne sais pour qui, assis à ce bureau devenu inutile, entre les dossiers cartonnés, les crayons, les règles et les tampons, ce qu'a été mon histoire. Pour vous, Gaëlle Yosse, comment est né le désir d'écrire ? Sur ce livre ou de manière plus générale ? De manière générale. Bon. On va revenir un peu en arrière. En fait, je crois que depuis
que je sais lire, j'entretiens un lien très, très proche avec la lecture. Et après, j'ai toujours, on va dire très modestement, très scolairement, aimé tout ce qui permettait d'écrire, voilà, dans les matières, on va dire, scolaires. Ça ne suffit certainement pas à faire un écrivain, mais j'ai toujours eu ce rapport à l'écrit, au texte, à la langue, au livre, extrêmement présent. Et je suis arrivée moi-même à l'écriture très tardivement, comme quoi les vocations peuvent quelquefois prendre des détours ou des temps inattendus. Et je crois que c'est autour de la quarantaine que j'ai commencé peut-être à m'autoriser, à me permettre d'écrire, en commençant par des formes poétiques, qui sont des formes brèves, sans histoire, sans personnage, qui permettent aussi de dire beaucoup de choses, parce qu'on est vraiment dans la force de la langue. Et puis, après, fortuitement, je dirais, avec la découverte d'un tableau du XVIIe qui a, pareil, comme Ellis Island, qui a suscité des choses, qui a bousculé des choses, un passage à la fiction pour la première fois, donc avec une histoire et des personnages. J'ai eu la chance que ce premier roman soit bien accueilli. Bon, pas un accueil de best-seller planétaire, mais un bel accueil, un accueil attentif des libraires, des bibliothécaires, des lecteurs, de la presse, des blogueurs. Voilà. Et puis, comment dire, avec un éditeur aussi qui avait envie de m'accompagner. Donc ça, c'est aussi une chance. Donc ce que j'ai continué à écrire ensuite a pu voir le jour et trouver son lectorat, on va dire. Alors on viendra à ce premier roman, mais juste encore une question par rapport au dernier gardien. John Mitchell occupe d'abord la place de second, puis inspecteur en chef. Il réalise vite que l'exercice d'un pouvoir, d'une autorité, si minime et dérisoire soit-elle, s'accompagne de silence, de solitude et de réserve quant à l'expression des sentiments. Il est pourtant impressionné par Lazzarini, l'anarchiste italien dont on ignorait en partie l'état civil, tout comme il est séduit par Nella Casarini, riche de pouvoirs occultes, et en quelques instants devient un traître à son pays. Avec Lazzarini, tout comme avec Nella, j'avais franchi une frontière en deçà de laquelle il n'est plus de retour possible. À la culpabilité d'avoir permis l'entrée d'un individu représentant un danger potentiel pour notre société, et cela pour des raisons si peu avouables, il me fallait opposer un contrepoids en rachat de cet acte insensé. Et il ajoute alors, dans ces heures, les questions du bien, du mal, du licite et de l'interdit n'avaient aucun sens pour moi. En quelques minutes, Nella avait pris possession de tout mon univers. Alors une question très lourde de sens, au regard du monde, au regard de la vie, au regard de l'histoire. Vous, Gaëlios, que pensez-vous de cette impossible conciliation, ou parfois de cette conciliation du bien et du mal? Et si ce n'est pas indiscret, votre idée sur Dieu dans tout cela? Oui, en effet, on aborde des questions de fond. Alors en fait, dans ce livre, je crois que ce que j'ai tenté de faire, c'est de raconter un homme face à sa conscience. Ça semble un peu énorme comme sujet, à sa conscience d'homme, qui est à la fois un homme qui a des devoirs vis-à-vis de son pays, vis-à-vis de son travail, qui est un petit peu, un petit peu le gardien, quelque part, de l'intégrité souhaitée de l'Amérique face à ces migrants qui arrivent sans cesse par bateau. Donc il a un rôle, il a des devoirs, et en même temps, il a des émotions, il a des sentiments, des choses troubles, complexes, qui l'envahissent, qui vont même le conduire jusqu'à des actes terribles, et aussi prendre des décisions qu'on peut voir comme des trahisons, en choisissant par exemple de laisser entrer un tel ou tel pour des raisons qui sont purement personnelles, voire intimes. Donc il y a cette espèce de combat de
la conscience, du devoir et puis de la pulsion personnelle qui se confrontent dans un même homme, et il va essayer de, voilà, à l'automne de sa vie, de jeter un œil par-dessus son épaule et d'essayer de poser tout ça. Et je trouvais pour moi intéressant d'interroger toute cette complexité de la dimension humaine, où on s'aperçoit que suivant les temps, les moments, les âges, les circonstances, voilà, on peut être amené à donner le meilleur de nous-mêmes et parfois le pire. Voilà, c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup. Alors, la question du bien et du mal, oui, évidemment, elle est énorme. Je pense qu'elle est très intime dans sa résolution, en fonction de nos éducations, de nos convictions, qu'elles soient morales, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient de n'importe quel ordre. Je pense que la résolution est quelque chose de très intime, avec cette espèce de, comment dire, de frontières intérieures invisibles qu'on a et qui vont diriger nos actes, qui vont nous conduire à commettre tel acte ou tel autre, ou à ne pas, ou à s'abstenir. Et en même temps, c'est quelque chose de très mouvant, je pense, de très dialectique, on n'a pas forcément la même vision du bien et du mal, du licite et de l'illicite qu'on peut avoir à 20 ans, à 40 ans, à 60 ans, enfin voilà, à n'importe quel âge de sa vie, parce que j'ai l'impression qu'être vivant, c'est être aussi en constante évolution, en constante réinvention de soi-même, parce que le monde est mouvant, parce qu'il faut s'y adapter. On a des piliers intérieurs qui peuvent être de l'ordre de la morale, de l'ordre de la religion, de l'ordre de différentes convictions, mais autour, voilà, de ces piliers, je dirais, les choses bougent. Parfois, les piliers s'écroulent. On peut perdre des convictions, on peut perdre la foi. On peut aussi découvrir de nouvelles convictions, on peut découvrir la foi, on peut faire avoir son chemin de Damas à n'importe quel âge. Donc voilà, tout ça, je trouve que c'est passionnant parce que c'est tout le tissu vivant dont nous sommes faits. Alors vous me posez aussi une question plus personnelle sur le rapport à la foi, à la religion. Alors je dirais que j'ai été élevée de façon extrêmement classique et traditionnelle dans la foi catholique. Alors de manière aussi un petit peu schizophrène, entre comment dire, je dirais que c'était plus une foi vécue comme une foi, on va dire, sociale. Voilà. Quelque chose qui fait partie de l'éducation. Voilà. On va parce que, voilà, ça se fait. Voilà. Et qui n'était pas forcément habité ou relayé de manière très profonde. Voilà. Qui était plutôt, bon, voilà, tu y vas, on ne discute pas. Et ça m'a beaucoup perturbée, parce que c'était de l'ordre de quelque chose d'un petit peu imposé, et que je ne sentais pas vraiment je dirais, toute la lumière intérieure dont c'est censé s'accompagner. Et j'ai vécu ça un petit peu en opposition, parce que j'étais aussi une gamine un peu rebelle, que c'était ça encore en plus, qu'il y avait quelquefois des gens un petit peu autoritaires, voilà. Et puis, beaucoup plus tardivement, je crois que j'ai fait mon propre cheminement par rapport à ça. J'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup lu la Bible, j'ai voyagé aussi, et puis que je me suis beaucoup rapprochée de cette dimension qui me semble finalement quelque chose de très, de très fondateur. Et je ne pense pas que dans sa vie, à un moment, on puisse faire l'économie de cette question-là. Quel est notre rapport à une possible transcendance ? Et puis après, c'est une transcendance
pour moi, l'intérêt, c'est qu'elle s'incarne au quotidien dans des valeurs et dans des actes. Et je pense que ces valeurs, quelque part, sont des valeurs universelles, qui sont des valeurs de respect, d'amour, d'entraide, de compassion, d'attention à l'autre. Il me semble que c'est là le socle minimal, en fait, sur lequel il serait souhaitable que chaque humain puisse fonctionner. Ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours non plus le cas pour nous, hein, parce que nous sommes très imparfaits et très faillibles. Mais j'ai quand même l'impression que ce sont quelque part pour moi, des phares dans la tempête. Et que c'est aussi quelque chose de très dialectique. Il y a aussi des moments de ma vie où j'en ai été plus près, d'autres fois plus éloignée, avec des espèces de moments un petit peu de rébellion, de distance, et puis quelquefois de moments d'évidence en se disant je peux dire ce que je veux, mais quelque part c'est là. Donc c'est moi le spirituel, le sacré, le religieux est quelque chose qui me passionne profondément. Ma grande tristesse aujourd'hui, c'est de voir à quel point c'est devenu un champ de bataille terrible, meurtrier, avec plus de drames, d'intolérance que ce qu'on pourrait évidemment souhaiter, qui est complètement à l'encontre de ce que les religions sont censées porter. Voilà, je trouve ça d'une infinie tristesse que ça puisse être en fait ce lieu d'affrontement politique, géopolitique, idéologique. Il me semble que pour moi, ça reste du ressort de la grande liberté et du ressort de l'intime. Du vécu. Alors en 1660, le peintre flamand Emmanuel de Witt réalise une huile sur toile représentant dans un intérieur hollandais du XVIIe siècle une femme vue de dos et jouant de l'épinette. À partir de cette peinture, vous imaginez, Gaël Yosse, la vie de la dame et vous faites paraître en 2011 aux éditions Autrement votre très beau roman « Les heures silencieuses ». Magdalena van Beyeren est la fille d'un négociant et deviendra la femme d'un administrateur de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales à Delft. Le lecteur découvre cette jeune femme au travers du journal auquel elle confie durant l'hiver 1667 ses heures silencieuses. Jour après jour, tranquillement assise à son épinette, un peu perdue dans le décor opulent de sa chambre à coucher, elle relit sa vie. Avec le temps, ce sont nos joies d'enfant que nous convoquons dans nos souvenirs. Elles nous accompagnent avec une rare fidélité. Retrouver ce que nous avons éprouvé dans ces moments demeure une source de félicité que nul ne pourra nous ravir. Au cours de nos vies est semé de pierres qui nous font trébucher et de certitudes qui s'amenuisent. Nous ne possédons que l'amour qui nous a été donné et jamais repris. Dans son roman Blanche ou l'oubli, Louis Aragon met en scène Godefroy Gaffier, décidé à comprendre les raisons de sa rupture avec sa femme Blanche 30 ans plus tôt. Et il fait dire à son héros « Je relis ma vie comme un roman que j'aurais aimé ou pas aimé, enfin qu'on m'eût fait jadis une certaine impression. J'en saute les pages, cherchant ce moment dont j'attends qu'il me prenne à la gorge. Je ne le trouve pas, ou peut-être l'ai-je passé. Est-ce bien cela, oublié, un cache-cache avec soi-même ?» Cruelle fatalité du temps qui passe. Vous, Gaël Yosse, qu'en pensez-vous? Merci pour la lecture de ce très beau passage d'Aragon que je ne connaissais pas et que je trouve d'une grande beauté et d'une grande justesse. Alors c'est vrai qu'avec ce livre, qui est donc ce premier roman qu'on évoquait tout à l'heure, c'est aussi une femme, un petit peu comme Le Dernier Gardien d'Ellis Island finalement, qui relie sa vie depuis les joies d'enfant jusqu'à l'adolescence, où elle va prendre compte qu'au XVIIe siècle, être une femme, c'est beaucoup d'empêchements, c'est essentiellement des empêchements, alors qu'elle rêverait de prendre la suite de son père, de travailler, d'être une femme active, responsable. Elle en a les
les moyens, les compétences. Elle va découvrir ensuite ce que c'est qu'être une jeune femme, qu'être une amoureuse, puis être une femme mariée, responsable, être une mère. Et être une mère à l'époque, c'est aussi être confrontée à la mort, puisque la mortalité infantile est considérable et que mourir en couche, hélas, faisait partie on va dire, des possibles alternatives de la maternité. Et puis une femme délaissée. Et puis une femme qui va aussi éprouver des désirs, des pensées interdits. Donc qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Et tout ça, finalement, c'est aussi le dessin d'une vie. Et sur la maternité, ça m'a aussi renvoyé à des choses très, très personnelles. Comment dire, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais voilà, j'ai des enfants. Et il se trouve qu'à chaque fois, les grossesses et les accouchements ne se sont pas très bien passés. Et que je me suis dit que si j'avais vécu peut-être juste quelques dizaines d'années plus tôt, les enfants ne seraient pas là et moi non plus pour vous le raconter. Et que finalement, être confronté à que donner la vie, quelque part, c'était aussi possiblement accepter d'être confronté à sa propre mort, à sa propre finitude. Voilà, et qu'il y avait ce moment où on sent que la vie et la mort se tiennent la main dans ce moment très particulier de la naissance. Et j'ai trouvé qu'à ce moment-là, on prend conscience de plein de choses. Les Pays-Bas sont alors, à l'époque du roman, une plaque tournante du commerce international. Porcelaine, épices, thé, café en provenance d'Asie, mais ils contribuent aussi à la traite des esclaves via le transport d'Africains vers les plantations d'Amérique. L'Amsterdam, c'est un bateau, a fait naufrage au large des côtes d'Afrique peu après avoir appareillé. Ce sont des hommes que l'Amsterdam convoyait à destination des plantations espagnoles d'Amérique. Je ne sais si cela est juste de transporter des êtres semblables à nous, tels des sacs de noix de muscade ou des tonneaux de cannelle. Nos voyageurs rapportent qu'en ces endroits, les femmes enfantent de la même façon que nous, dans les cris et dans le sang. Leur nouveau-né ressemble au nôtre, exception faite de leur couleur, et elles les nourrissent avec grand soin, paraît-il. Vous auriez pu, Gaël Yosse, développer le thème de l'esclavagisme. Vous choisissez de ne pas le faire. Alors une question peut-être plus générale à votre écriture. Comment se passe pour vous l'écriture? Y a-t-il un plan préétabli, des thèmes qui se développent? Les choix sont-ils définis ou est-ce soudainement une pensée et une envie de développer quelque chose? Alors, sur la première partie de la question, oui, c'est vrai que cette question qui apparaît à un moment aux yeux de Magdalena, parce que son mari est armateur et elle s'aperçoit que finalement, il n'y a pas que des marchandises qui sont convoyées, mais aussi de la chair humaine, et ça la questionne énormément, sans avoir forcément la conscience qu'on en a aujourd'hui, de se dire finalement, oui, ils vivent aussi, ils réagissent, ils ont les mêmes émotions, les mêmes souffrances que nous, et qu'il y a une conscience finalement de l'universalité de la condition humaine. Voilà. Et donc la deuxième partie de ma réponse sur l'écriture. Alors, moi je dirais que je suis plus un écrivain intuitif qu'un écrivain architecte. Voilà. C'est-à-dire que je ne suis pas ni très douée, ni très intéressée pour construire, architecturer des narrations très, très complexes. Voilà. Les romans où il se passe énormément de choses, ce n'est pas forcément ça qui va me passionner le plus en écriture. C'est plutôt, ça part toujours d'un désir, vraiment d'une pulsation et pulsion, voilà, d'écriture de quelque chose qui à un moment est présent dans ma vie, parce que c'est le moment, parce qu'il y a eu la rencontre entre la combustion, hein, entre la pierre et puis l'étincelle, le silex, et quelque chose va s'embraser, et c'est ce feu-là qu'il faut entretenir, que je vais avoir envie d'entretenir, et qui va faire un livre. Donc voilà, j'écris moi plutôt de manière intuitive. Je ne suis pas quelqu'un d'analytique.
je suis quelqu'un de plutôt synthétique. Je considère qu'il y a une intelligence analytique qui va du point A au point B, puis au point C, puis au point D. Je ne suis pas dans ce registre-là. J'ai plutôt tendance à voir peut-être que c'est le point C et le point F qui m'intéressent ou qui pour moi sont importants et à y aller directement. Voilà. Je pense que c'est un petit peu deux manières d'approcher le monde qui ont toutes les deux leurs défauts et leurs qualités. Donc dans l'écriture, c'est de cette manière-là plutôt intuitive que je vais écrire. Donc il y a des personnages qui émergent, il y a des nœuds narratifs, des nœuds émotionnels qui vont émerger aussi. Il y a une histoire qui va se construire, même si c'est une histoire qui est quelquefois très, très ténue. Puis à un moment, ça va s'écrire. Et l'écriture se nourrit de l'écriture. C'est-à-dire qu'en écrivant, on écrit à la fois, j'écris à la fois des choses qui sont déjà en tête, cette espèce de film mental que je peux avoir, et puis en même temps, tout ce que l'écriture en elle-même va générer, parce qu'un mot va en chercher un autre, parce qu'une idée va en chercher un autre, parce que tel mot va ouvrir telle porte, telle fenêtre, et qu'il y a un côté un peu auto-alimentation de l'écriture qui va chercher des choses qui n'étaient pas forcément prévues. Donc c'est plus de cette manière-là que moi je vais écrire. Alors, évoquant le peintre et violoniste Jean Rustin, témoin à l'hôpital psychiatrique de Gentilly dont il peignait les fresques, la visite des internes avec le professeur, de leur rire face à une jeune fille qui se masturbait, Pierre Assouline écrit « L'indécence n'est pas toujours là où la société la dénonce. Depuis, il peint et il dessine ça, ce cri, cet effroi, cette douleur, cette souffrance, cette misère, la solitude qui les réunit tous. » Alors, vous évoquez votre construction artistique, vous évoquez vos personnages. Que pensez-vous d'un art, d'une écriture qui serait d'une certaine manière engagée pour dénoncer? Jean Cocteau disait « Il faut bien comprendre que l'art n'existe qu'en fonction du cri qu'il prolonge. » Pour vous, ces personnages que vous inventez et ces histoires que vous construisez, doivent-elles nous solliciter à être meilleurs ou... Alors c'est une bonne question, et c'est une question complexe, hein, on pourrait y passer 3 jours, de savoir voilà, à quoi ça sert d'écrire, quel est l'objectif. Et je m'aperçois que souvent, quand j'interviens dans les lycées, dans les établissements où les élèves travaillent sur mes textes, il y a toujours cette question qui arrive à un moment ou à un autre. Madame, quel est le message? Qu'est-ce que vous avez voulu faire passer? Voilà, quel est le message de votre livre? Et je m'aperçois que c'est une question qui à chaque fois me désarçonne un peu parce que je n'ai pas a priori de message ou de conseil ou de données en matière voilà, d'être humain. Je trouve ça très présomptueux de ma part de vouloir donner des leçons de quoi que ce soit à qui que ce soit. Et puis je trouve surtout que la littérature, on va dire militante au sens large, la littérature démonstrative, en général, ça fait des très mauvais bouquins. Parce que ça fait des livres qui veulent démontrer, voilà, qui veulent appuyer un propos. Et que forcément, ça va être très, très manichéen, ça va être écrire au service d'une démonstration. Donc forcément, ça va vriller un petit peu le prisme pour voir les choses. Et sur un plan littéraire, je trouve que c'est rarement convaincant. Pour moi, la littérature, elle ne démontre pas, elle montre. Voilà, elle montre une micro-fraction de notre humanité avec des personnages dans un temps, dans un lieu, dans un contexte sur 50 à 600 pages. Voilà. Et à ce moment-là, elle va nous montrer des choses. Elle va nous montrer des personnages qui sont pris dans leur vie, qui sont pris dans leurs débats, qui sont pris dans leurs conflits intérieurs, qui sont pris dans des difficultés qui les traversent, qui sont pris dans aussi des choses qui les transportent. Et l'intérêt, c'est peut-être en montrant ces comportements, je dirais le lecteur, il y a des choses qui vont le toucher, l'enthousiasmer, le révolter,
peut-être le questionner ou lui faire voir les choses d'une manière à laquelle il n'avait pas pensé, sans qu'on soit obligé de surligner en disant ça c'est bien, ça c'est mal, lui gentil, lui pas gentil. Voilà. D'autant qu'on s'aperçoit que c'est, voilà, comme on disait tout à l'heure, le bien et le mal est rarement aussi scindé. Et qu'un personnage qui peut avoir quelquefois un comportement parfaitement odieux, voire criminel et tout, peut avoir des ressources de lumière, on va dire, et d'humanité en lui. Et puis des personnages extrêmement pleins de convictions, corsetés dans leurs valeurs, qui vont se comporter de la manière la plus dégueulasse qui soit. Donc voilà, c'est encore cette question très, très mouvante des êtres, voilà, où on recèle tous en nous, je pense, de grandes capacités à faire le bien et d'immenses capacités aussi à faire le mal. Et je crois, voilà, la littérature, elle offre tout ça à voir. Et après, on fait notre vie avec le livre. Hein. Qu'est-ce qui nous touche, qu'est-ce qui ne nous touche pas, ça appartient à chacun. Alors, vous avez écrit des romans et vous décidez en 2018 de publier une biographie, Une femme en contre-jour. Vous décidez de dire la vie, de montrer la vie de Viviane Mayer, photographe de génie qui n'a jamais vu la plupart de ces clichés. Vous évoquez entre autres les autoportraits et vous écrivez « Et ce visage de femme, toujours le même, qui apparaît dans d'innombrables et étranges autoportraits. Parfois, c'est seulement son ombre, son œil, son chapeau, ou bien il faut la chercher comme dans un jeu de piste, dans un angle inattendu de l'image, ou bien son visage se multiplie à l'infini dans les miroirs. Le modelé des pommettes, les cheveux courts retenus par une barrette qui dégage le front, les lèvres bien dessinées, les paupières un peu tombantes, un visage comme un leitmotiv. Pouvez-vous en quelques mots raconter l'histoire de cette femme libre, audacieuse, insatiable du spectacle de la vie et qui en fit œuvre à la fois humble et magistrale? Oui, alors j'ai découvert une fois, très fortuitement, je ne sais plus très bien comment, des photos prises par cette photographe donc américaine d'origine française par sa mère, Viviane Mayer. Et ce sont des photos qui m'ont énormément questionnée parce que beaucoup de visages, beaucoup de portraits, beaucoup de scènes de rue, une humanité souvent difficile, plutôt une humanité à terre, les démunis, un petit peu les fracassés de l'existence, pris au vol comme ça, dans la rue, avec des visages qui racontent tout, d'une vie, d'une histoire, d'un destin. Et ces photos, elles me sont restées en mémoire. Et la question que je me suis tout de suite posée, c'était qui a pris les photos, quelle est l'histoire, quelle est la main, quel est l'œil, c'est quoi l'histoire derrière la photo, voilà. Quelle est la vie derrière la photo. Et je me suis donc intéressée à qui avait pris ces photos et j'ai découvert cette vie très, très étonnante, très troublante, là aussi un destin, je dirais, encore plus romanesque qu'on pourrait l'imaginer dans un roman, de cette femme qui était nurse, qui était donc bonne d'enfants dans les familles aisées de New York et puis de Chicago ensuite, et qui, dans une vie très parallèle, passait tout son temps libre, disponible, parfois même avec les enfants dont elle s'occupait, à photographier inlassablement la vie autour d'elle, la vie dans la rue, le théâtre de la vie, la scène qu'est la rue en permanence, avec ce sens de comprendre l'autre, de comprendre qu'en un cliché, comme ça, pris dans la rue, voilà, dans des conditions, on n'est pas en studio, voilà, on ne peut pas poser, on ne peut pas tricher, on ne peut pas la refaire, la prise. Voilà. Elle nous raconte cette vie avec une justesse absolument sidérante. Et ça m'a beaucoup touchée, beaucoup troublée, ces photos. Donc voilà, j'ai essayé de comprendre quelle était cette vie. Et ce que j'en ai découvert, ensuite j'ai fait des recherches pour aller un petit peu plus loin, c'est cette vie une vie un petit peu double,
avec une partie extrêmement solitaire, d'une femme qui n'aura jamais de famille, qui vivra dans le secret, qui n'a jamais parlé de ses photos, qui ne les a jamais montrées. Et, alors là, c'est encore le mystère dans le mystère, qui elle-même ne les aura quasiment jamais vues. Puisque sur toutes les photos qu'elle a faites, elle en fera tirer ou elle en développera peut-être quelques dizaines. Donc là, il y a quand même une énigme. C'est comment peut-on passer 60 ans de sa vie à une activité quotidienne, compulsive, hein, obsessionnelle. On va retrouver 140 000 pellicules, planches contact, films, etc., qu'elle-même n'aura jamais vu. Donc comment faire quelque chose qui est à la fois vital, visiblement, et dont elle ne verra jamais à quoi ça ressemble. C'est quand même très troublant. Comme si c'était le moment du déclenchement, de la prise de vue, qui était suffisant. Voilà. Après, il n'y a rien. Juste photo suivante. Et on peut penser que c'est aussi une manière d'être au monde, une manière de communiquer, et que cette espèce de traque photographique, de quête photographique, est aussi sa manière d'interférer avec le monde, de communiquer avec autrui. Mais c'est quand même très, très troublant. Alors c'est John Maloof qui découvre Viviane Maier. Hein, et vous écrivez, John Maloof tient une certitude. Il a découvert, inventé selon l'expression consacrée, un trésor. Début de l'histoire, John Maloof va en effet inventer Viviane Maier, la révéler au sens photographique du terme, naissance et résurrection d'une artiste de génie, naissance d'une énigme. Que voulez-vous dire ? C'est en effet quelque chose de très troublant de cette photographe qui va avoir une deuxième vie posthume qui sera aussi éclatante, puisqu'elle est aujourd'hui exposée dans le monde entier, en ce moment à Paris. L'expo part en Italie, puis à Séoul, puis à Moscou. Et voilà. Donc cette vie posthume de gloire, de reconnaissance, alors que sa vie, à dire, terrestre, n'aura été que solitude et abandon, et elle finira dans la misère et l'oubli. Voilà. Et je trouve qu'entre les deux, il y a un tiraillement qui est assez douloureux, finalement. Et puis la question se pose, cette femme n'a jamais montré ses photos à qui que ce soit, même à elle-même. Est-ce qu'on peut, quid de cette création, en fait, posthume, d'une œuvre artistique qui n'a donc jamais été ni choisie, ni validée, etc. Cette œuvre, aujourd'hui, on est heureux de pouvoir la voir, parce qu'elle est, en effet, elle est humainement et artistiquement magistrale, mais ça questionne, en effet. Alors 2012, vous publiez aux éditions Autrement nos vies désaccordées. L'histoire d'amour de François Vallier, pianiste célèbre qui avoue avoir joué pour être aimé, être écouté, regardé, avoir joué pour exister. J'ai joué pour que ma mère me remarque, qu'elle m'aime un peu. Je ne suis pas arrivée au bon moment dans sa vie, longtemps après mes 3 sœurs. Histoire d'amour avec Sophie, une jeune artiste peintre, vrai talent, caractère imprévisible, ombrageuse, rebelle, fragile. Il l'avait rencontrée chez des amis, elle squattait chez les uns et les autres, fâchée avec sa famille, pas un sou. Sandro lui avait acheté plusieurs toiles, l'avait aidé à exposer, lui avait présenté du monde et trouvé ce travail chez Zef. Et naît ce très beau personnage de Zef. Zef était né à Odessa, dans le ghetto. Il ne connaissait que les violons, jouer, jouer, jouer encore. Il se montrait aussi habile à les réparer. Un jour de mariage où il avait été prié de venir faire danser les invités, il avait rencontré Anna. 1 an plus tard, en octobre 1941, l'armée roumaine alliée à l'armée allemande entrait à Odessa et entreprenait le massacre consciencieux d'une bonne partie de la population civile juive de préférence. Anna avait été abattue au milieu de la rue à l'aube en tentant de porter secours à son frère Nathan, âgé d'une 15aine d'années, que les soldats emmenaient à l'équarrissage avec un groupe d'adultes. Gaël Yost, comment naissent vos personnages?
je veux dire quelque chose. Rétrospectivement, quand j'ai écrit mes livres, je me dis quelquefois, comment sont-ils apparus? Il y a pour moi un vrai mystère. Ce n'est pas une coquetterie voilà, de le dire, mais un vrai mystère de voir comme ça des formes prendre une densité, une histoire, des émotions, un visage, une silhouette apparaître. Et on peut penser qu'ils sont à la fois ils sont cette espèce de golem entre une histoire personnelle où il y a toujours des choses intimes qui viennent nourrir les personnages et puis cette part d'imaginaire pur. C'est vrai que dans ce personnage voilà, que j'ai écrit à un moment sans me poser plus de questions, qui est apparu, qui a, je trouve, une très belle humanité, une très grande douceur, une très grande générosité. Je me suis aperçue, mais des années après, que cette douceur, cette humanité, je l'avais trouvée auprès de mon grand-père, qui a été pour moi voilà, une figure très, très lumineuse, peut-être la figure lumineuse de mon histoire personnelle, et c'est un deuil que je n'ai jamais fait. Et que finalement, voilà, ce personnage était venu en nourrir un autre, et puis après il y a le contexte, il y a l'histoire, il y a des choses qui surgissent qu'on ne maîtrise absolument pas, enfin que je ne maîtrise absolument pas. C'est-à-dire que je n'ai pas de fiche par personnage en disant voilà tel caractère, tel comportement, telle allure, etc. Le personnage, il émerge des limbes, et c'est toujours une construction assez mystérieuse, qui encore aujourd'hui me questionne. Alors, juste pour rebondir, Brel affirme « Le talent, c'est la hardiesse, c'est l'esprit libre, les idées larges. » Le peintre Gjavsky écrit « L'artiste se nourrit de ce qu'il est et non de ce qu'il veut être par l'imagination et la pensée. » Et votre personnage, François Vallier, le talent est une chose, la chance en est une autre, et leur rencontre aléatoire. Le succès appelle le succès, la gloire va à la gloire. Je suis devenue une valeur artistique et économique fiable, un gage de qualité. C'est plus une question de chance que de justice, et je me trouve maintenant du bon côté de la rue, c'est tout. Alors, l'inspiration et puis la reconnaissance du public, par exemple. Alors ça, c'est, je pense, quelque chose avant tout qu'il ne faut pas attendre. On n'écrit pas pour être reconnu, pour être aimé, pour dire qu'on fait des choses formidables, etc. Je pense qu'on crée de manière générale parce que ça correspond à à cette nécessité intérieure, à cette pulsion intérieure, à ce besoin qu'ont à un moment des choses d'être dites ou peintes ou dessinées ou chantées ou composées. Voilà, qu'il y a à un moment quelque chose qui doit sortir et sur laquelle je n'ai pas vraiment d'explication. La reconnaissance, alors là je crois qu'après on est dans un domaine extrêmement différent et que la reconnaissance n'est pas forcément, au regard du talent. Elle l'est quelquefois, fort heureusement, mais on sait très bien qu'il y a des talents qui sont très, très survendus, voilà, des limites d'imposture, et puis qu'il y a des talents immenses qui n'émergeront jamais. Et que là, il y a une part, en effet, de chance, de quelque chose à un moment qui arrive ou qui n'arrive pas, et sur lequel on n'a pas de maîtrise. Donc, je pense que quand on crée, il faut être assez... pas indifférent, pas détaché, on ne peut pas l'être complètement, mais quand même essayer d'avoir de la sérénité par rapport à ça, parce que c'est s'exposer à de la souffrance, à de la frustration, et ce n'est pas forcément nécessaire. Alors, avant d'arriver au dernier roman, pour l'ultime question, un petit exercice de style. J'ai choisi quelques belles citations qui mettent en scène des thèmes chers à votre plume, et je vous laisse me dire ce qu'elles vous évoquent dans l'instant. Alors, Georges Semprin, première. J'écrivis longtemps dans la douleur tonique d'une mémoire inépuisable, donc chaque nouvelle ligne écrite me voilait des richesses enfouies, oblitérées. Alors, l'écriture et la souffrance.
Alors, est-ce qu'on écrit pour se faire du bien? Est-ce qu'on écrit pour se faire du mal? Je serais un petit peu tendance à dire, voilà, comme le bien et le mal, la question est souvent très, très, très intriquée. On a des moments vraiment de joie quand on arrive à dire les choses comme on voudrait les dire et dire, ah là, voilà, là pour moi, je suis juste, c'est comme ça que je voulais le dire. Puis il y a aussi des moments qui sont des moments de souffrance parce que soit on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, soit on réanime, on réactive en soi des affects ou des émotions difficiles, voire quelquefois de l'ordre presque de l'impossible à dire. Et au moment où ça sort, comme tout accouchement, ça se fait dans la douleur. Proust. La lecture est une amitié, mais du moins c'est une amitié sincère, débarrassée de tout ce qui fait la laideur des autres. Avec les livres, pas d'amabilité, pas de déférence, toutes ces agitations de l'amitié expirent au seuil de cette amitié pure et calme qu'est la lecture. La lecture, une amitié pure et calme. Je ne sais pas. Et la laideur des autres, ils ne sont pas toujours laids quand même les autres. C'est pas de moi. C'est un peu excessif. C'est un peu excessif. Par contre, ce que je trouve très juste, c'est qu'en effet, la lecture, c'est quelque chose de sans concession. Quand on est face à un texte, ça marche. On est heureux, on est transporté, on est admiratif, ou on ne l'est pas. Et ça, c'est indénégociable. Ouais, ça, c'est bien. Une dernière très belle. La seule grâce à demander aux dieux lointains, aux dieux muets, aveugles, détournés, à ces fuyards, ne serait-elle pas que toute larme répandue sur le visage proche, dans l'invisible terre, fit germer un blé inépuisable? Et c'est de Jacotet. Là, je n'ai rien à dire. D'abord parce que c'est magnifique, c'est superbe, c'est formidablement humain, c'est formidablement juste, c'est formidablement beau. Donc, je ne peux qu'admirer en silence et bien sûr adhérer complètement, bien sûr. Alors, on a peu de temps, mais on va aborder quand même le dernier texte que vous avez écrit, et c'est Ce matin-là. Roman publié en 2018. Vous racontez, Gaëlle Yosse, l'histoire de Clara. 20, non 21 Oui, bien sûr, qu'est-ce que j'ai mis? Je me suis trompée de date. Oui, bien sûr, le dernier. L'histoire de Clara, cernée par deux dates qui l'immobilisent. La première date, c'est le 2 juillet 2006. En visite chez ses parents, Clara assiste à l'AVC de son père. Et la deuxième date, c'est le 8 octobre 2018, son propre effondrement. Clara se souvient et vous racontez le tissu de sa vie. Au milieu de l'insomnie, Clara se souvient de la voix fluette de sa grand-mère, de ces 3 étranges mois passés chez elle, juste après les vacances de Pâques, l'année de ses 8 ans. Son père l'a conduite là-bas, chez ses propres parents, un dimanche matin. Leur mère a quitté la maison la semaine d'avant. Ce matin-là, c'est aussi une histoire de famille. Vous qui avez la curiosité des autres et la curiosité des mots, pouvez-vous parler de cette difficulté parfois qu'on a au sein des familles à évoquer ? Oui, bien sûr, c'est normal, c'est complètement légitime que ce qui fait mal, ce qui blesse, ce qui fait conflit, on ait envie de le tenir à distance. Malheureusement, on sait que cette distance, ce n'est qu'une fausse solution. En général, parce que ce qu'on finit par éloigner le plus loin possible, ça peut revenir très fort en boomerang et de manière encore plus violente. Et on sait que c'est souvent dans les familles où les silences sont des silences de tombeau, que les plus grands traumatismes, les plus grandes blessures, les plus grandes questions se mettent en route et s'auto-alimentent par le silence. Dans le cas de Clara, c'est le germe de sa dépression? Alors, le germe, disons que je pense que quand on traverse des choses difficiles, même si elles sont motivées par un point
peut-être précis. Évidemment, il y a tout ce qu'on est autour, tout ce qui nous a constitués, qui va être questionné. Et bien sûr, en priorité, les zones de fragilité qui, quand il y a des conflits, des secrets familiaux, des choses difficiles, douloureuses, qui n'ont jamais été expliquées ni même verbalisées, c'est évidemment ça qui va ressortir aux premières loges. Et que dans ce phénomène, à un moment d'effondrement qui est le sien, et bien ça va l'obliger à questionner tout ce qu'il y avait derrière, puisque finalement, s'aperçoit qu'elle s'est construite sur des trous, sur des manques, sur des silences, et qu'à un moment, tout ça va s'effondrer et va devoir être questionné. Alors Clara va passer par un moment de dépression terrible, et puis elle va se reconstruire, ou du moins se retrouver. Et à la toute fin de l'ouvrage, elle pense à la reverdie, un mot démodé et qui dit ce mouvement entêté de la lumière, de l'oxygène et de la sève. C'est un soir d'été à la campagne, à l'heure où les ombres s'étirent, bientôt le temps des moissons, l'orage puis les blés. Pour l'heure, on n'entend que les mouches et les oiseaux. La fureur du monde s'est fait oublier, on croirait qu'elle n'a jamais été, qu'un monde immémoriable est là, immuable, en paix avec lui-même. L'air transporte un parfum de chèvrefeuille. C'est un monde ancien, éternel, qui s'étend devant eux, celui des repas qui célèbrent la joie avec la peine. C'est le monde de la chanson des blés d'or, c'est celui des générations qui ont travaillé cette terre et qui l'ont aimée. Ici, dans le doré du soir qui s'avance, Clara se sent chez elle, elle s'y abandonne dans une respiration profonde, lente, sa peau dans l'air du soir, elle regarde autour d'elle, ce monde porté disparu, et soudain, il est là, le chant du monde. Et ça m'a fait un peu penser à ce paysage tel que l'a scandé Charles-Ferdinand Ramu. Marronnier en fleurs, lilas qui passe, l'été presque déjà par un premier orage, hier, les soirées déjà chaudes et les odeurs qui se réveillent, beauté de masse des marronniers, leur épaisseur, leur densité, leur plénitude, puis cette suite de beaux jours, sérénité du ciel, ce soir, fraîcheur qui vient et cris d'oiseaux. Pour vous, Gaëlle-Yosse, qu'est-ce que le bonheur et réussir sa vie? Mais là, on a encore 3 heures devant oui, nous. Réussir sa vie, ça aussi, c'est suppose quelquefois une longue rétrospective, et puis qu'est-ce qui compense aussi dans nos vies. Je pense qu'à la fin, c'est un mouvement de balance et d'équilibre, en espérant que les plateaux de la balance vont un tout petit peu plus, voilà, d'un certain côté. Qu'est-ce qui peut rendre heureux? Pour moi, je pense que ce qui peut rendre heureux, c'est d'essayer peut-être de donner tout ce qui est possible, d'essayer de donner vraiment le meilleur de ce qu'on peut de soi. Je pense qu'on a tous très profondément un talent, voilà, au sens peut-être artistique, mais au sens certainement plus biblique. Voilà. Moi, je suis très hantée par cette parabole des talents. Voilà. Qu'as-tu fait de ton talent? Pour moi, voilà, c'est quand même la grande question. Est-ce que tu as fait ce que tu pouvais faire? Est-ce que tu as fait le maximum avec ce qui t'a été donné? Voilà. Et qu'on l'interprète de manière laïque ou religieuse, voilà, c'est pas la question. C'est de savoir, est-ce qu'on a fait le maximum avec ce qui est en nous? Voilà. Est-ce qu'on a essayé de porter notre petite humanité le plus loin possible? Voilà. Est-ce que dans le public, quelqu'un voudrait poser une question? On a peut-être tout dit déjà, là. Alors, à l'issue de cette rencontre, j'aimerais, Gaëlle-Yosse, au nom de tous, vous remercier pour ce partage. 2018, aux éditions, vous publiez Une femme en contre-jour, et en toute fin, juste avant de refermer le livre, vous faites cette confidence. Il en va ainsi de l'écriture pour moi. Éléments, fragments, éclats, réminiscences, vécus, sensations, alluvions d'une vie qui viennent densifier et faire vibrer un texte, un personnage, une émotion, qui leur donne une sincérité dans une tonalité que la fiction seule, l'invention pure ne me permet pas.
Écrire, c'est se rêver Scheherazade. Sait-on à quelle source la conteuse de légendes venait puiser chaque nuit une nouvelle histoire? Avant de partir, permettez-moi, en clin d'œil et reconnaissance, de vous offrir quelques vers tirés du très beau poème « Le gardeur de troupeau » de Fernando Pessoa, humble aveu de l'artiste qui pourrait être le vôtre. Peu importe les rimes, rarement il est deux arbres semblables, l'un après l'autre. Je pense et j'écris ainsi que les fleurs ont une couleur, mais avec moins de perfection dans ma façon de m'exprimer, parce qu'il me manque la simplicité divine d'être en entier l'extérieur de moi-même et rien de plus. Je regarde, je m'émeus ainsi que l'eau coule lorsque le sol est en pente, et ma poésie est naturelle comme le lever du vent. Gaëlle Yosse, merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.